Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette dernière séance en distanciel du cours d'économétrie sous R et Python, donc pour les M1, hein. Donc on avait vu dans la dernière vidéo, enfin, dans la dernière playlist qui était assez courte, hein. On avait vu quelques petits points sur la multicollinéarité, donc on va terminer ce cours par une introduction aux séries temporelles et notamment on va s'intéresser en fait au test de racine unitaire, à la stationnarité en fait en série temporelle. Ça sera une introduction. Je vais enlever ça s'adresse quand même un. Tac. Je vais, on va se limiter juste au test de racine unitaire. En fait, ça permettra de faire la transition pour le deuxième semestre et votre cours de d'atelier d'économétrie. On reprendra donc le cours au deuxième semestre en parlant un petit peu des modèles qui permettent de modéliser les séries temporelles. Ok, donc aujourd'hui on va simplement s'intéresser un petit peu, faire quelques rappels sur la stationnarité. On va s'intéresser à deux tests de racine unitaire. Il y en a plein d'autres, hein, mais on va s'intéresser nous particulièrement au test augmenté de Dickey-Fuller et au test Phillips-Perron. Ok, et ensuite donc on fera l'application 1 qui traite justement des tests de racine unitaire. Donc on va avoir un certain nombre de packages à importer, comme d'habitude on va importer NumPy, Matplotlib, Panda pour les bases de données, StatsModel, donc ça justement, enfin tout ça ça va être pour ça c'est pour la modélisation, là aussi. Et si je dis pas de bêtises, cette partie-là de StatsModel permet d'implémenter les, euh, les tests de racine unitaire qui vont nous intéresser ici. Donc ici on a juste fait une petite fonction, je vous laisserai vous-même regarder un petit peu dans le détail si ça vous intéresse. C'est une fonction qui permet de faire quelques statistiques descriptives de séries temporelles. Notamment, il me semble que ça sert, voilà, ah non c'est pas précisé, ça sert à faire des corrélogrammes. Donc si je dis pas de bêtises, ça va servir, voilà, c'est la fonction tsplot qui est utilisée ici, pardon, et qui permet de plotter un peu un certain nombre d'informations sur le processus autorégressif. Ok, donc bref, on verra peut-être plus ça dans le détail au deuxième semestre, justement quand on reprendra le cours et qu'on en aura besoin. Aujourd'hui, on va pas tellement utiliser cette fonction. Donc, comme je vous le disais, on va s'intéresser déjà d'une part aux séries temporelles. Donc, séries temporelles, c'est la réalisation dans le temps d'une variable aléatoire. Ok, donc on a une variable y qui évolue dans le temps et on va chercher à modéliser cette variable. On peut penser notamment aux séries financières. Ce sera un cas d'application au deuxième semestre, mais aussi en M2, vous aurez un certain nombre de cas d'application comme ça. On a également on est dans des situations de série temporelle quand souvent, en tout cas en macroéconomie, si on regarde la loi de Kuhn ou des choses comme ça, on est plus souvent sur des séries temporelles. Et de manière générale, en fait, les, euh, la modélisation en cross-section se fait moins. On va privilégier les données de panel euh, ou les séries temporelles. Ok, donc un des aspects importants, comme on le disait, en série temporelle, c'est la stationnarité. Alors la stationnarité forte, c'est l'indépendance des observations de Y en fonction du temps, d'accord? Tous les moments sont indépendants du temps. Nous, on va s'intéresser à la stationnarité de second ordre, ou la stationnarité dite faible, c'est-à-dire que seuls les deux premiers moments, c'est-à-dire l'espérance et la variance, sont indépendants du temps. Ok. Euh, En gros, l'autocorrélation à plus de périodes va être va être va pouvoir dépendre du temps. Ok. Euh, donc nous on va s'intéresser à la stationnarité faible. Quand on parle de séries non stationnaires, du coup on parle de séries non stationnaires au second ordre. Ok. Donc effectivement en pratique les séries sont assez rarement stationnaires. On va commencer par illustrer un petit peu.
à quoi ressemblent les différentes formes de non-stationnarité, parce qu'on peut avoir du coup de la non-stationnarité en moyenne, de la non-stationnarité en variance, on peut avoir une combinaison des deux, et on va regarder aussi à quoi ressemble une série stationnaire. Donc là, pareil, je vous laisserai regarder un petit peu par vous-même les différentes fonctions qu'on a utilisées pour générer les séries de façon stationnaire ou non. Donc ici, on a une série qui est non stationnaire en moyenne. Effectivement, on voit qu'il y a une tendance, c'est-à-dire que la moyenne n'est pas constante dans le temps, d'accord? Autrement dit, la moyenne dépend du temps. Ok. Si on a une non-stationnarité en variance, donc là on voit que la variance augmente en fonction du temps. Euh, Ici, on a une structure d'autocorrélation, donc c'est-à-dire que les observations d'aujourd'hui dépendent des observations passées. Et ici, on a une non-stationnarité qui mélange à la fois, il me semble, non-stationnarité en variance et en moyenne. Et il faudrait regarder dans le détail pour voir si c'est une structure d'autocorrélation dans cette série. Et ici, on a donc une série qui est stationnaire, c'est-à-dire que la moyenne est constante dans le temps et la variance également. Okay, donc c'est de la stationnarité au second ordre. Ok, donc après, la non-stationnarité va impliquer du coup deux types de processus, les processus avec tendance, les trends stationary. Ok. Donc, ce sont des processus qui sont caractérisés par une non-stationnarité dite déterministe. Déterministe, donc une fonction déterministe, c'est une fonction, pour tout t, on va connaître la valeur de ft, ok, auquel on ajoute du coup une erreur qui, elle, est un processus stationnaire pour le coup. Ok, donc l'exemple type, ça va être ça va être y égale à une constante plus bêta fois un trend, ok, et donc notre processus stationnaire à la fin. Et on va différencier le trend stationary du different stationary, ok, donc qui lui du coup va dépendre, va suivre une forme d'AR, okay, c'est-à-dire que les valeurs d'aujourd'hui de Y vont dépendre des valeurs passées de Y. Et là, pareil, l'erreur suit un processus stationnaire. D'accord, donc ça, c'est un peu les deux types de non-stationnarité qu'on va rencontrer. Donc là, pour les processus DS, l'exemple type, c'est la marche aléatoire. Hein. Ok. Euh, voilà, et on dit que dans ces cas-là, on dit que enfin Y, dans le cas de la marche aléatoire, où Y dépend de YT-1, on dit que Y suit, enfin, comment, intégré d'ordre 1, et que la différence enfin, Y pris en différence est intégré d'ordre 0, c'est-à-dire qu'il est stationnaire au second ordre. Alors, qu'est-ce que va impliquer maintenant la non-stationnarité parmi un certain nombre de conséquences? La non-stationnarité va mettre à mal toutes les procédures d'inférence statistique que l'on mène, c'est-à-dire les valeurs de t-student, notamment parce que ça va influencer le terme d'erreur, donc on va retomber sur des problèmes qui sont liés à ce qu'on avait vu il y a 2 séances de ça, sur l'hétérocédicité et l'autocorrélation. Une régression d'une série non stationnaire sur une ou plusieurs autres séries non stationnaires peut donner lieu à des régressions fallacieuses, c'est-à-dire qu'on va trouver des relations entre les variables qui n'ont pas lieu d'être. Okay, de la même manière, les R carrés, les T-stats, etc., ce qu'on disait juste avant, vont avoir tendance à être meilleurs que ce que la vraie relation est censée donner. Et voilà, souvent on va avoir des résidus qui sont autocorrélés. Okay. Donc, pour mener une analyse en série temporelle, il est assez impératif de passer par un certain nombre de tests de racines unitaires. À minima, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est un test ADF, donc decay Fuller augmenté. Okay.
En général, de la même manière que pour l'autocorrélation et l'hétérocédasticité, on menait plusieurs tests pour affirmer ou infirmer les différentes hypothèses qu'on vient tester. Bah, pour les racines unitaires, on aime bien aussi mener plusieurs tests pour confirmer la présence ou non d'une racine unitaire. Ok, donc on va pas revenir sur le test Dickey-Fuller, hein, on va passer directement au test ADF, le test Dickey-Fuller augmenté. Mais l'idée simplement, c'est qu'on fait dépendre notre variable contemporaine de plusieurs retards. C'est-à-dire qu'on va tester la non-stationnarité en prenant en compte plusieurs retards de la variable qu'on cherche à modéliser. Donc l'idée, ça va être de regarder les différentes formes de non-stationnarité, c'est-à-dire avec constante et tendance, avec constante, sans tendance et sans constante ni tendance. Okay. Donc, dans un test unilatéral à gauche, ici on vient tester la valeur de phi. L'hypothèse nulle dit que phi est égal à 0 contre l'hypothèse alternative, phi inférieur à 0, c'est ça qui fait qu'on est sur un test unilatéral à gauche. Ok. Ce qui va du coup changer les règles d'interprétation. Donc là, quand la t-stat est au-dessus de la valeur tabulée par Dickey-Fuller, attention, on ne se réfère pas aux tables classiques. Dans ce cas-là, on ne va pas rejeter H0. Okay, et on va avoir une racine unitaire. On va considérer que l'on a une racine unitaire dans le modèle. Inversement, lorsque la t-stat est inférieure à la valeur tabulée par Dickey-Fuller, on rejette H0. Et dans ce cas-là, on va considérer que la série est stationnaire. Alors, on va adopter une stratégie séquentielle en 4 étapes pour mener les tests de Dickey-Fuller. Premièrement, on va chercher à déterminer P, c'est-à-dire le nombre de retards que l'on prend en compte dans les différents modèles. Et donc pour ça, soit on se base sur des corrélogrammes qui ressemblent à ça, et on va regarder quel est le dernier retard significatif, soit on mène plusieurs modèles, et on retient, à chaque fois on retire les critères d'information à IC, BIC, on retient le critère, le modèle pardon, qui minimise ces critères d'information, et on sélectionne comme ça le nombre de retards approprié. On verra d'ailleurs que c'est comme ça que la fonction du package statsModel fonctionne. Une fois qu'on a sélectionné le nombre de retards, donc là on peut spécifier nos modèles, et on va venir tester le modèle le plus général, c'est-à-dire celui qui a à la fois une constante et une tendance. D'accord. Donc voilà, celui-là. On estime ce modèle. On regarde si la tendance est significative ou pas. Si elle n'est pas significative, dans ce cas-là, on passe directement au modèle suivant, en fait, le modèle avec constante sans tendance. Sinon, on va tester donc la présence de racines unitaires, c'est-à-dire que la statistique de test est calculée et on va la comparer aux valeurs tabulées de Dickey-Fuller. Donc là, déjà, à ce stade-là, il y a deux petites choses à dire. La significativité de la tendance est à regarder, enfin du bêta de la tendance, est à regarder non pas avec les tables usuelles de test, mais on va se référer aux tables de Dickey-Fuller. Donc ici, on est dans ce modèle-là. Et on va comparer du coup la statistique de test associée à la tendance aux colonnes qui sont ici, d'accord, donc à 2,78 ou 3,46. Ok. Une fois qu'on a établi la significativité ou pas de la tendance, on va pouvoir passer à l'interprétation du test et on va comparer la statistique de test qui est calculée et qui est à comparer avec les tables qui sont données par Dickey-Fuller également. Okay. Tout ça sera peut-être plus clair quand on fera l'application. Et de toute façon, les packages sont conçus de sorte à ce que les p-valeurs qui vous sont données, etc., les t-stats, sont calculés justement en fonction des bonnes tables. Ok. Ok, et donc si on rejette H0, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle il y a une racine unitaire dans le modèle, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est sur un processus TS, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, hein, et donc on peut s'arrêter là, on peut travailler directement sur Y une fois qu'on a purgé de la tendance de Y. Donc ça, on peut passer par une différence première ou alors par un filtre Aldrich-Prescott par exemple. Ok, sinon,
sinon il faudra stationnariser Y. C'est-à-dire que là on a accepté, enfin on n'a pas rejeté en tout cas H0. C'est-à-dire qu'il y a présence d'une racine unitaire dans le modèle. Ok, et donc il faut stationnariser Y. Une fois que Y est stationnarisé, on recommence la procédure, c'est-à-dire on teste la présence d'une racine unitaire sur Y stationnarisé, pour voir en fait tout simplement si Y est I1 ou si Y est plus que I1. C'est-à-dire que si Y est I2, il va falloir le stationnariser 2 fois pour le rendre I0, c'est-à-dire stationnaire au second ordre. Ok. Bon, et si, tac, 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 donc si jamais je passe à l'étape 3, c'est-à-dire si la tendance n'est pas significative, bah là en fait la procédure va être du même style que ce qu'on a à la deuxième étape, c'est-à-dire que on va regarder la significativité d'un paramètre, sauf que cette fois-ci ce sera la constante, la tendance n'est plus dans le modèle. Hein. Pareil, si la constante n'est pas significative, on passe directement à la quatrième étape. Si elle est significative, pardon, on va regarder la présence de racines unitaires en regardant. Donc là, pareil, la constante, ici, elle est à comparer avec ce modèle. Enfin, on regarde sa significativité en fonction de ses valeurs tabulées. D'accord. Et si donc elle est significative, on regarde, enfin, on prend notre décision en fonction de la statistique de test et les valeurs tabulées par Dickey-Fuller. Donc cette fois-ci, on se situe dans ce tableau. Ok. Tac tac tac, et donc si H0 est accepté, donc Y est non stationnaire, on stationnarise, on recommence la procédure, comme au-dessus. Hein. Et si en revanche H0 est rejeté, alors dans ce cas-là on va considérer que Y est un processus stationnaire avec constante. Voilà, donc YT suit un processus intégré d'ordre 0 avec une constante. La procédure s'arrête là et on va pouvoir directement travailler sur Y. Ok, donc quatrième étape, bon, c'est la même chose, sauf qu'ici il n'y a pas de constante, donc il n'y a pas de significativité de paramètres à interpréter, on passe directement à l'interprétation de la statistique de test, cette fois-ci avec cette partie-là du tableau, pour les valeurs tabulées de Dickey-Fuller. Voilà, bon, alors c'est pareil, c'est une procédure assez longue, mais c'est en revanche pas si compliqué, d'autant plus quand on a, en fait le package qui fait tout le boulot à notre place. Hein. Ok. Bon, de toute façon, vous le verrez dans l'application, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que cette étape-là, on n'aura pas besoin de la faire en tant que telle. Il faudra juste préciser une option dans la fonction qu'on utilise sous Python qui va lui dire bon, bah, je veux avoir mon nombre de retard optimal en fonction de tel ou tel critère, telle ou telle option, etc. Et ensuite, on fera chacune des étapes. C'est-à-dire qu'on estimera d'abord ce modèle-là, on regardera la significativité de la constante. Si elle est significative, on regardera la valeur de test, etc. etc. Ok. Après, il est tout à fait possible de coder une fonction qui va récupérer directement les niveaux de significativité, etc. et qui passe du coup directement aux étapes d'après si besoin. Ça pourrait être un exercice intéressant d'ailleurs de faire ça. On va. Ok. Donc après, on a le test de Philippe Perron. Et ça va être en fait la même chose. Si ce n'est qu'on se base du coup sur les équations de modèle du test de Dickey-Fuller simple et que l'on va corriger le résidu de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité en passant par une correction, si je ne dis pas de bêtises, de New et West. C'est ça là, ici. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a besoin d'un paramètre de troncature L que l'on aime bien généralement fixer au niveau à peu près du nombre d'observations à la puissance 1 quart. Voilà, sinon les étapes sont les mêmes, le test consiste un petit peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'on commence par le premier modèle, on regarde la significativité de la tendance, si elle est rejetée on passe au deuxième modèle, etc. etc. Et je crois que il faut se baser sur les valeurs tabulées de Dickey-Fuller également. Ça paraît logique de toute façon. Ah, ok. Voilà, bon, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va le mettre en application. Et puis comme ça nous fait un peu une introduction pour une transition vers les premiers chapitres
de votre cours au second semestre, où là on s'intéressera un petit peu aux modèles qui permettent de modéliser des séries temporelles. Voilà, on verra aussi la méthode de Box et Jenkins. Et voilà, c'est tout en fait. Après on aura directement des applications. Euh, voilà, bon, le programme pour votre deuxième semestre n'est pas encore fait, pas encore fini. Il y a eu pas mal de changements à prendre en compte. Voilà, on va pouvoir rajouter des choses par rapport à ce qui se faisait les années précédentes, notamment parce que cette année vous avez 24 heures d'économétrie sous informatique au lieu de 12 seulement. Donc ça va nous permettre de faire quand même beaucoup plus de choses, mais faut qu'on mette tout ça en forme proprement. Bon, voilà, tout ce que je sais, c'est que donc on va aller plus loin dans l'économétrie des séries temporelles. Je pense que du coup, ça va nous permettre aussi de passer un peu plus de temps sur comment mettre en place une étude économétrique, comment à partir de zéro, c'est-à-dire identifier une problématique, retrouver la littérature autour de cette problématique, aller chercher les données pour tester l'hypothèse qu'on cherche à tester, et ensuite mettre en place tout le déroulement de l'analyse économétrique. Ça, c'était une première chose. Et si on a le temps, peut-être qu'on fera aussi des séances pour voir peut-être d'autres types de modèles que vous avez dû voir avec Monsieur Chuffard, modèles de classification ou de régression, mais de type apprentissage statistique. On verra si on a le temps de faire tout ça. Voilà, donc quoi qu'il en soit, on a fini le cours pour ce semestre d'économétrie sous Python. Il reste donc juste une petite vidéo où on va aller corriger l'application 1, donc, qui met en application les tests qu'on vient de voir. Et, euh, et sinon, bah, je vous souhaite bon courage à tous pour, euh, pour la suite du confinement et puis pour la rentrée au prochain semestre. Euh, Toujours la même chose, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Discord ou par mail, hein. On essaie de répondre au mieux. Euh, Vous recevrez de toute façon des mails bientôt pour avoir un peu plus de précision sur le déroulé, le contenu du, euh, du partiel d'économétrie sous R et Python. Et voilà, je pense vous avoir à peu près dit. De toute façon, si on a oublié des choses, on vous reprécisera par mail ou sur Discord. Voilà, bon bah tout de suite pour la correction de l'application 1.